Avant Guy Georges, la police française avait déjà son coupable. Un homme ordinaire. Pas de casier. Pas d'ADN qui correspond. Aucune preuve solide. Mais il fallait un responsable. Quelqu'un à montrer aux médias. Quelqu'un à accuser publiquement. Alors ils l'ont interrogé. Encore et encore. Pendant des heures. Pendant des jours. Ils l'ont exposé. Ils ont détruit sa vie, méthodiquement. Et pendant ce temps, le vrai tueur continuait à frapper. Cette histoire, la justice française préfère l'oublier. Milieu des années 90. La ville lumière devient la ville de la terreur. Une série de viols. Des meurtres brutaux. Toujours le même mode opératoire. Toujours la même violence insoutenable. Toujours la même signature glaciale. Les journaux titrent en une chaque matin. Les familles s'enferment dès la tombée de la nuit. La population exige des réponses. Elle veut comprendre. Elle veut être protégée. Elle veut un nom. Et la police? Elle est écrasée sous la pression. Chaque jour sans arrestation est un échec public. Chaque nouveau crime est une humiliation nationale. Chaque conférence de presse devient un supplice. Le ministre de l'Intérieur appelle. Plusieurs fois par jour. Les journalistes campent devant les commissariats, caméras prêtes. Les familles des victimes réclament justice, et elles ont raison de le faire. Il faut un coupable. Maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Mais voilà le piège. Dans cette course contre la montre, dans cette urgence médiatique, dans cette pression politique, un danger invisible s'installe. La peur collective transforme chaque homme en suspect potentiel. Chaque témoignage flou devient une certitude absolue. Chaque coïncidence devient une preuve irréfutable. Chaque détail devient un faisceau d'indices. Et c'est là, exactement là, qu'un innocent bascule dans le cauchemar. Appelons-le Marc. Ce n'est pas son vrai nom, mais peu importe. Le système lui a déjà volé son identité. Il lui a volé sa vie. Marc est un homme banal. Un travail stable dans une entreprise quelconque. Une famille normale. Une femme, 2 enfants. Des voisins qui le saluent le matin. Des collègues qui déjeunent avec lui. Rien, absolument rien ne le relie au crime de Guy Georges. Aucun élément. Aucun indice tangible. Aucune trace. Pourtant, un jour ordinaire, un mardi comme les autres, tout bascule. Un témoignage. Une femme croit reconnaître quelqu'un près d'une scène de crime. Elle n'est pas sûre. Elle hésite. Mais les enquêteurs insistent. Essayez de vous souvenir. C'est important. La description? Un homme brun, taille moyenne, veste sombre. Ça pourrait être n'importe qui. Des milliers d'hommes à Paris correspondent. Mais la police a besoin d'avancer. Elle a besoin d'un début de piste. N'importe lequel. Marc correspond vaguement à la description. Il habitait pas très loin d'une des victimes. Quelques rues. Une coïncidence géographique. Rien de plus. Des milliers de personnes habitent dans ce secteur. Mais dans l'esprit des enquêteurs sous pression, épuisés, désespérés, c'est suffisant pour commencer. Il est convoqué. Simple vérification de routine, lui dit-on au téléphone. Rien de grave. Juste quelques questions. Pourquoi s'inquiéter quand on est innocent? Il pense aider. Il pense contribuer à l'enquête. Il ne sait pas encore qu'il vient d'entrer dans une machine qui ne le lâchera plus. L'interrogatoire commence. 1 heure. 2 heures. 5 heures. 7 heures. Les questions se répètent. Les mêmes, encore et encore, formulées différemment, sous des angles variés. Où étiez-vous exactement ce soir-là? Pourquoi ne vous en souvenez-vous pas précisément? Avec qui étiez-vous? Quelqu'un peut-il vraiment confirmer votre alibi? Pourquoi hésitez-vous? Chaque hésitation est notée dans le procès-verbal. Chaque « je ne sais pas » devient suspect. Chaque « je crois » devient une contradiction. Chaque tentative d'expliquer, de clarifier, est interprétée comme une esquive, une manipulation. Marc est innocent. Totalement. Absolument. Mais dans cette pièce, dans cette salle d'interrogatoire au mur gris, son innocence ne compte plus. Elle ne pèse rien. Ce qui compte, c'est l'aveu qu'ils attendent. La confession qu'ils veulent arracher. Et pendant ce temps, dehors, dans les rues de Paris, le vrai tueur planifie son prochain crime. Il attend son moment. Quelque chose de profondément dangereux s'installe dans l'enquête. Un phénomène que les psychologues appellent le biais de confirmation. Un piège mental dont personne n'a conscience. Les enquêteurs sont convaincus d'avoir leur homme. Alors, inconsciemment, progressivement, ils ne cherchent plus la vérité.
Ils cherchent à confirmer leur théorie, à valider leur intuition. Un nouveau témoignage arrive. Il ne correspond pas du tout à Marc, on le met de côté. Témoin peu fiable. Une piste alternative émerge, on verra plus tard. Concentrons-nous sur Marc. Un détail factuel contredit directement l'accusation, c'est qu'il ment mieux que prévu. Il est plus intelligent qu'on ne pensait. Chaque élément qui l'innocente devient paradoxalement une preuve de sa culpabilité. C'est absurde. C'est kafkaïen. Mais c'est réel. Marc est gardé à vue. Les journalistes sont alertés. Discrètement, bien sûr. On tient peut-être quelque chose de sérieux cette fois. Sa photo circule. Son nom est murmuré dans les rédactions. Pas officiellement publié, mais suffisamment pour que les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Au travail, les collègues évitent son regard quand il revient. Dans son quartier, les voisins ferment leurs portes plus vite en le voyant. Certains changent de trottoir. Sa femme reçoit des regards accusateurs, lourds de sous-entendus, à l'école des enfants. Les professeurs les observent différemment. Les autres parents murmurent. « Tu as entendu ? Le père de… » L'homme est innocent. Mais la machine sociale s'est mise en route. Et elle ne s'arrête pas facilement. Elle broie tout sur son passage. Les enquêteurs multiplient les interrogatoires. Ils reviennent à la charge. Ils confrontent Marc à des détails précis des crimes. Des détails non publiés. Des informations que seul le coupable pourrait connaître, en théorie. Comment expliquez-vous que vous sachiez ça ? Pourrait-on penser. Mais la réponse est terriblement simple. Ce sont les enquêteurs eux-mêmes qui lui donnent ces informations durant les interrogatoires. Ils les glissent dans leurs questions. Ils testent ses réactions. Ils espèrent qu'il se trahisse par un détail, un regard, une hésitation. Des semaines passent. Puis des mois. Comment rester fort, solide, cohérent quand tout le système est contre vous ? Quand chaque institution, chaque autorité, chaque regard vous accuse. Quand votre propre innocence devient votre faiblesse. Et le plus terrible dans cette histoire, personne ne se demande « et si on se trompait ?» Personne ne prend le recul nécessaire. Personne ne remet en question la piste initiale. Parce que se tromper, c'est admettre l'échec public. C'est reconnaître que le vrai tueur est toujours libre, toujours actif. C'est avouer qu'on a perdu du temps précieux, que d'autres victimes auraient pu être sauvées. Alors on continue, on creuse plus profond. On cherche la faille qui confirmera la théorie. Puis, brutalement, tout s'effondre. Un autre crime. Même violence. Même signature. Même rituel macabre. Mais cette fois, il y a un témoin fiable. Une caméra de surveillance qui a tout enregistré. Un indice concret, indiscutable. Et sur ces images, un visage. Pas celui de Marc. Le vrai coupable. Le véritable monstre. Son ADN correspond parfaitement. Ses empreintes correspondent. Son passé violent correspond. Son mode opératoire correspond. Tout correspond. Chaque détail. Chaque élément. L'évidence éclate comme une bombe. Ce n'était pas Marc. Ça n'a jamais été Marc. Pas une seconde. Les crimes cessent immédiatement. Guy Georges est arrêté. Jugé. Condamné. Le cauchemar collectif est terminé. Enfin, pour certains. Pour les victimes, c'est fini. Pour les familles, la page peut se tourner. Pour la police, c'est une victoire médiatique. Mais pour Marc, rien ne s'arrête. Rien ne se termine. Aucune excuse officielle. Aucun communiqué de presse rectificatif. Aucune reconnaissance publique de l'erreur monumentale commise. Juste un silence. Un silence lourd. On ne l'appelle pas pour lui dire « Désolé, on s'est trompé ». On ne publie pas de rectificatif dans les médias. On ne répare rien. Absolument rien. Pourquoi ? Parce que reconnaître publiquement cette erreur, c'est admettre que le système a failli. Que des innocents peuvent être broyés par la machine judiciaire. Que la pression médiatique peut corrompre une enquête. Que l'urgence peut détruire des vies. Alors on préfère oublier. Tourner la page rapidement. Se concentrer exclusivement sur Guy Georges, le vrai monstre, le vrai coupable. Et Marc disparaît des mémoires. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme si son calvaire n'avait jamais eu lieu. Mais les conséquences, elles, sont terriblement réelles. La famille de Marc est brisée. Sa femme a subi le regard des autres pendant des mois interminables. Les murmures. Les accusations silencieuses. L'isolement social. Ses enfants ont été harcelés à l'école. Ton père est un tueur, ont-ils entendu dans la cour de récréation.
Ma mère m'interdit de jouer avec toi. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que papa est innocent, quand tous les adultes autour semblent en douter? Quand même les instituteurs posent des questions embarrassées. Son travail? Perdu. Définitivement perdu. Même après la vérité, même après l'arrestation spectaculaire de Guy Georges, personne ne veut réembaucher cet homme-là. Le doute reste. Le soupçon colle à la peau comme une tache indélébile. On ne sait jamais vraiment, disent certains. Peut-être qu'il était impliqué quand même. Les rumeurs ont la vie dure. Son nom reste associé, dans certains esprits, dans certains cercles, à cette affaire sordide. Internet n'oublie rien. Les forums gardent trace de tout. Les archives numériques sont éternelles. Tapez son nom, et les articles d'époque ressurgissent. Et psychologiquement, Marc ne s'est jamais vraiment remis. Comment pourrait-il? Comment faire confiance à un système qui vous a trahi aussi violemment? Comment vivre normalement quand vous savez que tout peut basculer en un instant? Que votre vie peut être détruite sur un simple soupçon? Il n'y a pas eu de réparation réelle. Pas de compensation à la hauteur du traumatisme. Pas de reconnaissance publique qui aurait pu restaurer son honneur. Juste le droit de retourner à une vie qui n'existe plus. Une vie fantôme. Car c'est ça, la vraie violence. Pas seulement l'accusation initiale, mais l'absence totale de justice après l'erreur. Le silence institutionnel. L'indifférence collective. Le système continue de fonctionner. Les enquêteurs continuent leur carrière sans interruption. Personne n'est sanctionné. Personne n'assume la responsabilité. Personne ne paie pour cette erreur. Et Marc doit reconstruire sa vie entière sur des ruines. Avec ses propres mains. Sans aide. Sans soutien. Alors voilà la vérité qu'on refuse collectivement de voir. La vérité qui dérange. Ce n'est pas une erreur isolée. Ce n'est pas un accident malheureux. Ce n'est pas une exception regrettable dans un système qui fonctionne bien. C'est un système qui accepte de sacrifier des innocents pour protéger sa réputation, pour maintenir l'illusion de son efficacité. Un système où la pression médiatique dicte les enquêtes, où l'urgence remplace systématiquement la rigueur, où il vaut mieux accuser quelqu'un, n'importe qui, que reconnaître honnêtement qu'on ne sait pas. Guy Georges a été arrêté. Justice a été pleinement rendue pour ses victimes. Et c'est essentiel. Mais pour Marc, pour tous les Marc oubliés dans l'ombre des grandes affaires résolues, pour tous ces innocents broyés par la machine judiciaire, aucune justice, aucune mémoire, aucune trace dans l'histoire officielle. Tant que personne ne se souvient de ces histoires, rien ne changera jamais. Tant qu'on préfère la facilité à la vérité, l'apparence à la justice, d'autres innocents paieront le prix. Demain, après-demain, encore et encore.